Édition spéciale consacrée effectivement à la situation en Israël et des initiatives d'entraide sont depuis mises en place. Chacun a envie, c'est vrai, ici en France, de faire quelque chose pour aider la population israélienne, que ce soit sur le plan humanitaire, sur le plan militaire et puis sur le plan juridique. Justement, nous sommes en direct et en studio avec Patrick Lugman et Sacha Gozlan, tous deux avocats au barreau de Paris. Bonjour messieurs. Bonjour Elena. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J ce matin. Alors, selon Israël, 199 Israéliens, étrangers et binationaux se trouvent aux mains du Hamas après les attaques du 7 octobre. Parmi eux, 13 otages sont français. Vous avez justement été contacté par des familles, de nombreuses personnes impactées par ces massacres et vous avez décidé de vous constituer comme collectif d'avocats. Alors, en quoi consiste cette initiative ? Alors, c'est une initiative que nous avons prise dans les premières heures où nous avons appris d'abord qu'il y aurait des otages et que ces otages, pour un certain nombre d'entre eux, ou des victimes, étaient françaises. L'idée, c'est d'utiliser leur nationalité pour permettre de saisir la justice, une justice qui malheureusement est compétente, c'est-à-dire qu'elle peut enquêter. Et d'ailleurs, le parquet national antiterroriste, sans qu'on ne lui demande rien à ce stade, a ouvert une enquête sur assassinat en relation avec une entreprise terroriste pour ce qui s'est passé dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier. Ce que nous voulons faire, c'est une initiative importante. C'est pour ça qu'on a décidé avec Sacha qu'on serait nombreux pour représenter ces familles et qu'on serait des avocats ici à Paris et devant toutes les juridictions où cela sera possible de le faire. Notre but, c'est de ramener des gens. Notre but, c'est de ramener des Israéliens, des Israéliennes qui ont aussi notre nationalité chez eux le plus rapidement possible. Et on pense, c'est l'expérience que je tire de la représentation de la famille de Gilad Shalit que j'avais effectuée quand il était otage, que la justice française peut nous aider. Elle peut nous aider parce que ça va être un jeu judiciaire, diplomatique, et qu'il est tout à fait possible que le Hamas se dise que c'est une mauvaise affaire pour lui de détenir des otages qui ont une nationalité, qu'elle soit française ou... C'est absolument possible que dans un premier temps, ce soit indifférent. En tout cas, ça va être rapidement une partie de ce jeu-là. À part ça, la justice française, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut émettre des mandats d'arrêt sur des complices. Elle peut prendre des mesures de saisie sur des établissements qui auraient financé directement ou indirectement le Hamas. Elle peut prendre des mesures extrêmement contraignantes que la justice israélienne ne peut pas faire. Alors justement, c'est sur ces points précis que vous allez assister les familles, Sacha ? Oui, absolument. En fait, l'idée, c'est de favoriser une initiative nationale et de la faciliter à travers une coordination qui permettra d'appréhender le plus rapidement possible et avec le plus de moyens possible les personnes qui sont les auteurs ou les complices de ces crimes contre l'humanité qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre. Et Patrick a parlé de son expérience dans le cadre de la libération de Gilad Shalit. Moi, l'autre expérience que j'ai et que j'entends apporter, c'est aussi celle des attentats du 13 novembre. Les parties civiles, et particulièrement les avocats de parties civiles, ont travaillé ensemble en amont du procès des attentats. Et je pense que cette initiative, elle est importante. C'est Patrick qui l'a lancée. Elle est importante parce que on voit dans la communauté, et même au-delà de la communauté, beaucoup d'avocats, beaucoup de gens qui souhaitent se mobiliser, qui ne savent pas comment faire. Eh bien, on leur dit, rejoignez-nous, vous avez la possibilité d'aider la cause et d'aider les otages à revenir chez eux. Alors aujourd'hui, vous êtes de nombreux avocats français donc sur le pont. Et puis, est-ce que vous avez été rejoint aussi par des avocats israéliens ? Est-ce que vous êtes aidé du côté d'Israël ? Nous, on a dans notre collectif, évidemment, nous sommes en relation avec des avocats israéliens qui sont au contact des familles, qui notamment les assistent pour les tâches les plus élémentaires et les plus évidentes, notamment par exemple les échanges avec le Comité international de la Croix-Rouge, les échanges avec les autorités israéliennes. Donc bien sûr que nous sommes en contact avec nos confrères israéliens. Il y a une question qui se pose, Ilana, et sur laquelle nous avons réfléchi, c'est évidemment la saisine de la Cour pénale internationale. Notre collectif ne s'occupera pas de ça. La Cour a déclaré sa compétence sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé sur l'attaque du 7 octobre. Mais évidemment, moi je crains que cela se retourne comme un piège, je le dis ici, contre Israël. Et pourquoi je vous dis ça ?
le 21 septembre dernier, donc avant les événements, un procureur spécial de la CPI en Ukraine disait « La Palestine doit être la priorité de la politique pénale de la Cour pénale internationale ». Donc on voit une espèce de lubie. Et on sait très bien que la Cour pénale sera parfaitement inefficace pour appréhender des dirigeants du Hamas, mais en revanche, pour pointer des dirigeants ou des militaires israéliens, les moyens de collecte de preuves, d'identification sont beaucoup plus rapides. Donc on aura une enquête qui sera paralysée sur tout ce qui s'est passé, notamment le 7 octobre, et qui, sur toutes les autres situations déférées à la Cour par les collectifs pro-palestiniens ou par des militants ou des entités palestiniennes, sera beaucoup plus rapide. C'est pour ça que nous faisons une priorité de la saisine de la justice française, nous, parce qu'il nous concerne, aux côtés d'autres justices. Mais on a la conviction avec Sacha et avec tous ceux qui nous ont rejoints, on a de très grands avocats et avocates avec nous, que la France peut faire le procès Nuremberg de cette affaire-là. C'est en France que peut se tenir le grand procès de ceux qui ont commis ces actes de barbarie qu'on sera arrivé à identifier. Je peux pas vous dire, Ilana, ce matin, si ça prendra 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans comme Copernic, mais ce procès, il aura lieu. Alors, Emmanuel Macron a affiché sa solidarité avec les Israéliens, et vous l'avez dit, il faut faire pression aussi sur certains points en France. Est-ce qu'il faut que Paris déploie toutes les possibilités, c'est-à-dire même peut-être exercer une pression sur le Qatar qui exerce, on le sait, un certain soft power dans notre pays? La France doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour permettre aux otages de revenir à Paris. Lorsque des financiers du Hamas, comme le Qatar, peuvent avoir un impact sur la libération des otages, si la France peut s'adresser au Qatar en exigeant du Qatar, parce que la France a pris des conventions fiscales internationales qui sont très avantageuses pour le Qatar ces dernières années, et bien si la France peut mettre la pression sur le Qatar pour faire en sorte que le Qatar, qui finance le Hamas à hauteur de 30 millions de dollars par mois, ramène les otages à Paris, la France doit le faire. On craint aussi... Oui, allez-y Patrick. La France... elle a une voix tout à fait particulière dans le monde. On a tendance à l'oublier, à s'auto-diminuer. Pas faire de commentaires de la politique étrangère de la France, c'est pas le sujet. Mais en l'occurrence, la France a des liens extraordinairement privilégiés avec le Qatar. Le Qatar n'est pas que le propriétaire du PSG. Le Qatar a une convention d'investissement et fiscale particulière en France. Donc on est un des lieux où on a les liens les plus forts avec le Qatar. Et on sait que le Qatar, avec d'ailleurs l'assentiment d'Israël pour une certaine part, que le Qatar, c'est la base arrière du Hamas. Donc les dirigeants sont au Qatar, les financements sont au Qatar, tout ce qui se fait et se décide à Gaza se fait et se décide prioritairement, préalablement au Qatar. Donc la France a un rôle clé à jouer, parce que la France a aussi des liens historiques et extraordinairement forts avec Israël. Alors Lara Tchekov, vous avez... question pour Patrick et pour Sacha. On va ouvrir votre micro et vous allez pouvoir poser votre question. Alors, on va demander à Greg d'allumer le micro de Lara. Vous avez une question? Ma question est toute simple. Est-ce que vous pensez que l'issue de ce conflit est diplomatique? L'issue de tout conflit est avant tout... L'issue de tout conflit armé est d'abord armé, ensuite diplomatique, et enfin, parce que c'est maintenant la nature des conflits, judiciaire. Alors on parlait du Qatar justement, et il y a un point qui est très important, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien en France par la voix d'Al Jazeera notamment. On a entendu ces voix qui appellent à fermer cette chaîne qui promeut une certaine haine de l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça se joue aussi sur ce terrain-là? Ça se joue, évidemment, ça se joue sur tous les terrains. Ça va se jouer sur tous les terrains, et Al Jazeera a des moyens considérables, et on sait comment les esprits peuvent s'enflammer en ce moment à partir d'une vidéo, à partir d'une information ou à partir d'une fausse information, et qu'une fausse information sur Al Jazeera peut, place de la République, donner une situation absolument catastrophique. On sait par exemple que dans les actes de terrorisme qui ont été commis en France, le premier moyen de recrutement, dès que vous faites tomber un réseau de terrorisme, le premier moyen de recrutement, c'est, entre guillemets, des vidéos de ce qui se passe en Palestine. Donc ce sont des vidéos truquées ou des vidéos montées qui servent à enflammer les esprits ici, dans nos quartiers.
Donc évidemment que, je dirais, la responsabilisation de l'information est un des éléments clés. Alors l'antisémitisme, faut le rappeler, vous êtes tous deux anciens présidents de l'Union des étudiants juifs de France. Quand vous entendez aujourd'hui Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parler d'une augmentation de ces actes antisémites, donc faut le rappeler, 102 interpellations liées à des actes anti-juifs depuis samedi, le combat semble vain, semble éternel. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour endiguer cet antisémitisme en France, Sacha ou Patrick? On se renvoie la balle parce que tous les deux, on sait que la question, elle est difficile et qu'on y a été confronté à des époques différentes, mais dans des responsabilités différentes aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre l'antisémitisme? Il faut beaucoup de fermeté, beaucoup d'éducation, beaucoup de responsabilité aussi à l'égard de ce qui est transmis sur les réseaux sociaux. Oui. On voit ces derniers jours, Patrick en parlait, de la désinformation, mais aussi beaucoup de messages qui font l'apologie du terrorisme, d'incitation à la haine. Beaucoup de responsabilités à l'égard des réseaux sociaux qui, particulièrement depuis que Elon Musk a repris Twitter devenu X, on voit bien une émulation mortifère sur cette plateforme avec des messages, des vidéos de crimes, de propagande du Hamas qui sont diffusés, qui sont relayés, y compris par les amis d'Israël, sans qu'il n'y ait aucune limite à l'horreur qui se diffuse sur les réseaux sociaux. Patrick? Oui, en écoutant Sacha, il y a une réflexion qui m'est venue. Quand Mera a commis ses crimes en mars 2012, notamment à l'école Ozar Torah, il avait sur lui, et les autres crimes d'ailleurs, une GoPro. La première chose qu'il a voulu faire, c'est diffuser ces images. Nous avons vu sur nos médias, mais partout dans le monde, les images de l'assaut du Hamas filmées par le Hamas. On a vu des Israéliens en joue dans les kibboutz, insultés, tabassés. C'est des vidéos du Hamas. La captation, la diffusion de l'image de la terreur et la continuation de la terreur. Donc la question de l'image, donc des réseaux, est centrale. Parce que c'est, comme disait Claude... Une guerre psychologique aussi. Oui, non, mais c'est la continuation de la terreur par d'autres moyens que la terreur. Et à ce moment-là, c'est le moment où Twitter, c'est le moment où tous les réseaux, où ceux qui diffusent, s'il n'y a pas une mise en abîme préalable, deviennent clairement des complices. Clairement des complices. Donc c'est une question centrale, celle de l'image, de la terreur, des vidéos de décapitation, etc. Vous avez vu aussi, je dis que la question est compliquée parce que les images ont aussi retourné l'opinion. Montrer ce qui s'est passé en Israël a permis aux gens de se rendre compte. Mais en attendant, les images du Hamas, les images de la terreur sont la continuation de la terreur. Il faut en être conscient que la guerre se déroule aussi là-dessus. Merci beaucoup Patrick Lugman, merci beaucoup Sacha Gozlan d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On continuera bien sûr à vous suivre. Vous avez donc créé ce collectif d'avocats pour les victimes, pour les familles des victimes, notamment des 13 Français qui ont été pris en otage par le Hamas. On le rappelle, il y a 199 otages qui sont actuellement captifs dans l'enclave palestinienne. Merci infiniment et à très bientôt sur Radio J.